Il est 19h à Koutiala, 19h dans la commune rurale de Sonkodou à Corée, même heure à Sékou. Bienvenue dans cette édition de 19h de Nyata TV et voici les titres. Le directeur général de la maison du Adjo nous explique en exclusivité les nouvelles conditions pour accomplir le Adjo 2022. L'eau potable est de nouveau disponible à Mopti. Vous aurez les détails au cours de cette édition. Les autorités soudanaises ont levé l'état d'urgence en vigueur depuis octobre. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le vendredi 17 mai 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte procédé à des nominations et attendu des communications. Suivant la lecture du communiqué avec Abdou Ouattara. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé à Koweït City le 31 mars 2022 entre le gouvernement de la République du Mali et les fonds koweïtiens pour le développement économique arabe relatif au projet routier Sévaré-Gao, section Boré-Douanza. Par cet accord, le fonds accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 10 millions de dinars koweïtiens, soit 19 843 576 170 francs CFA environ. Le projet objet du présent financement vise à favoriser le développement économique et social des régions du centre et du nord par la réduction des coûts de transport, la promotion des échanges commerciaux, l'amélioration de la circulation des marchandises et de la sécurité routière. Il s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement qui consistent à promouvoir l'essor économique du pays et la réduction de la pauvreté. Au chapitre des communications sur le rapport du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative au document de stratégie nationale de la réconciliation et de la cohésion sociale et son plan d'action 2022-2026. Le présent document de stratégie s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités dans le cadre de la réconciliation. Il a pour objectif principal de parvenir à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble pour une paix durable. Il vise également à mettre en place un cadre inclusif de concertation et de coordination intersectorielle pour la mise en œuvre des actions du gouvernement et de ses partenaires pour le renforcement et la promotion de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale au Mali. Le document s'articule autour des 6 axes stratégiques qui sont vulgarisation de l'accord pour la paix et coordination de sa mise en œuvre, promotion de la culture de la paix et des droits de l'homme, renforcement des mécanismes et méthodes de prévention et de gestion des conflits, promotion des projets intégrateurs, renforcement des capacités des acteurs de la réconciliation, renforcement des capacités de pilotage et de suivi au processus de mise en œuvre. La mise en œuvre du plan d'action permettra de bâtir une nation forte, unie et fraternelle, et réconciliée dans sa diversité en privilégiant le dialogue, le pardon, le vivre ensemble d'ici à 2031. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la stratégie nationale d'inclusion financière du Mali et son plan d'action 2022-2026. Les autorités de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont érigé au rang de priorité la promotion de l'inclusion financière des populations des États membres en adoptant une stratégie régionale d'inclusion financière. Cette stratégie vise entre autres à assurer l'accès permanent des populations à une gamme diversifiée de produits et de services financiers adaptés à coût abordable et utilisés de manière effective, efficace et efficiente. Dans le cadre de sa mise en œuvre, il a été recommandé à chaque État membre d'élaborer une stratégie nationale d'inclusion financière en vue d'adapter celle de la sous-région aux spécificités nationales. La présente stratégie a été élaborée en
cohérence avec le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 2019-2023. Sa mise en œuvre permettra de fédérer l'ensemble des initiatives déjà engagées au niveau national et sous-régional et de proposer des axes de développement impliquant l'ensemble des acteurs financiers afin de faciliter l'accès au financement du plus grand nombre. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Le général Yamoussa Kamara, conseiller à la sécurité nationale avec rang de ministre, a présidé l'atelier de clarification des concepts de la politique de sécurité nationale du Mali qui a ouvert ses portes le 26 mai 2022 au palais de Koulouba. Cet événement d'une importance capitale a réuni pendant 2 jours des représentants de départements ministériels et services impliqués dans le processus de finalisation de la politique de sécurité nationale. L'objectif de cet atelier est de trouver un consensus général autour de certaines terminologies utilisées dans la rédaction de politiques de sécurité nationale pour pouvoir défendre le projet du SPN lors des ateliers de validation extrême. Au terme des 2 jours d'échange, le général Yamoussa Kamara a indiqué vendredi 27 mai 2022 à la clôture des travaux que les participants se sont familiarisés avec le processus d'élaboration de la politique, processus consensuel qui part toujours d'une vision avec pour fondement les valeurs cardinales et les intérêts du pays. Suivant son intervention. Notre vision, c'est qu'à l'horizon 2050, nous puissions avoir un pays pacifié, un pays stable et prospère, où l'État peut assurer la sécurité des personnes et des biens, assurer si vous voulez, la liberté d'aller et de venir, un État qui puisse permettre aux citoyens de vivre et de travailler, de posséder et de jouir. C'est ça la vision que nous avons pour notre politique de sécurité nationale. Et avoir une politique de sécurité nationale, c'est très important, parce que si on est aujourd'hui dans cette situation que tout le monde déplore, on peut même parler de drame existentiel que nous connaissons depuis 2012. C'est parce qu'on n'avait jamais mis en place une structure de veille et d'anticipation. Des structures avaient été mises en place depuis fort longtemps pour essayer de gérer de façon sectorielle des crises et des catastrophes, mais il n'y avait pas de synergie d'efforts, il n'y avait pas de coopération entre les structures. Chacun est resté dans son domaine particulier, si bien qu'à l'apparition de la première grande crise, l'État s'est fait surprendre en défaut de capacité. On s'est dit, plus jamais ça, il faut une structure qui puisse coordonner l'ensemble de ces services-là pour assurer et anticiper les risques et les menaces. Pour que là où il y a déficit capacitaire, que l'État puisse prendre le temps, mettre en place les moyens pour les combler, et bien entendu au rythme et à hauteur des moyens de l'État. Pour rédiger la politique, il nous a été suggéré de mettre à contribution nos universitaires. On en a identifié 3 qui nous apportent vraiment des contributions vraiment remarquables. Parce qu'une politique de sécurité doit être fondée sur les valeurs cardinales, les valeurs qui ont toujours fait le socle des grands empires qui sont succédés sur notre territoire et sur lesquels on doit se baser pour continuer, si vous voulez, à construire l'État-nation que nous avons, que nous voulons renforcer. Le directeur général de la maison du Hadj, Dr Abdoul Fattah Sissé, nous explique en exclusivité les nouvelles conditions à accomplir pour pouvoir effectuer le pèlerinage à la Mecque cette année. Selon lui, plusieurs innovations ont été apportées par les autorités saoudiennes pour pouvoir accomplir le Hadj qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Reportage Aïssata Maïga et Moussa Diallo. Le pèlerinage à la Mecque a été officialisé par les autorités saoudiennes. Cette année, plusieurs nouvelles modalités liées au pèlerinage ont été décrétées par les autorités saoudiennes.
le pèlerinage est maintenu cette année 2022 par les autorités saoudiennes qui ont notifié officiellement que le pèlerinage aura bel et bien lieu cette année. Ils nous ont notifié ça et ils ont ouvert aussi la plateforme dans laquelle on travaille pour inscrire nos pèlerins. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, la situation des pèlerinages cette année a beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de changements dedans avec beaucoup de difficultés. Voilà, dans les difficultés, ils ont instauré une limite d'âge. Tous ceux qui sont nés avant 31 juin 1957, ils ne pourront pas participer cette année au pèlerinage. Donc cela veut dire que tous ceux qui dépassent 65 ans, 6 mois, ils ne peuvent pas partir au pèlerinage cette année. Encore, ils ont instauré aussi texte PCR, encore vaccin Covid. Ça aussi, c'est des choses qu'ils ont exigées pour pouvoir aller au pèlerinage. Maintenant, ce qui est encore plus difficile, c'est vraiment le montant des pèlerinages. Les montants des pèlerinages qui étaient auparavant 2 767 815, maintenant, c'est augmenté, c'est à 3 982 065. Donc, il y a une augmentation d'à peu près 1 234 000 environ. Donc, 1 million de euros. Ce qui explique vraiment cette augmentation, c'est que les autorités saoudiennes, ils ont changé un peu le coût de pèlerinage à la Mecque. C'est qu'on a l'habitude de payer Amina, Arafat, Muzdalifa comme prestation, hébergement, restauration, hygiène, sécurité, tout. Ça, on a l'habitude de payer, comme je l'ai dit, 215 000. Maintenant, ils ont augmenté ces montants-là jusqu'à hauteur de 1 million environ. Donc, c'est ce qui explique vraiment l'augmentation. La crise mondiale a fortement impacté sur le tarif du pèlerinage de cette année. Encore, ils ont instauré l'assurance médicale qui est à environ 25 000, plus le texte PCR aussi, 25 000. Encore, ce qu'il faut retenir par les autorités saoudiennes, la TVA pour la restauration, l'hébergement, le transport terrestre en Arabie Saoudite, c'était à 5%. Maintenant, ils ont amené ça à 15%. Compte tenu aussi de la situation mondiale dont on est en train de vivre maintenant, la flambée des prix des hydrocarbures, les prix d'avion aussi a augmenté. Donc c'est ce qui explique vraiment l'augmentation des coûts de pèlerinage cette année d'à peu près 30%. Donc, juste pour dire que ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de la maison des Hagues, ça ne vient pas de l'Afrique ou bien du Mali, mais c'est le monde entier qui est en train de vivre cette situation. Donc, c'est une augmentation qui concerne le monde entier. Pour les anciens pèlerins de l'année 2020 et 2021, il est obligatoire de payer le GAP pour effectuer le Hajj. Malgré toutes les difficultés, la maison du Hajj a toujours continué ses travaux. Ce qu'il faut dire aussi à nos pèlerins, tous ceux qui sont inscrits en 2020 et tous ceux qui sont inscrits en 2021, ils sont prioritaires. Seulement, il faut quand même payer le GAP. Le GAP de 1 234 000. Si toutefois les pèlerins payent le GAP, ils sont toujours prioritaires et ceux qui vont être programmés en première ligne pour aller au pèlerinage cette année qui est maintenu par les autorités saoudiennes. Donc le travail continue à la maison des Hajj. On a déjà presque fini avec la formation des pèlerins et encore même les visites médicales. Visite médicale, on a beaucoup trop avancé. Il y a à peu près 80% qui sont déjà passés pour la visite médicale. Donc juste pour dire, ce qui reste, c'est de payer le GAP. Le GAP de 1 234 000, ça, c'est ce qu'il faut payer pour être vraiment éligible pour aller au Hajj cette année. Qu'Allah facilite le Hajj à tous les fidèles musulmans et exauce toutes les prières qui y seront faites. Depuis quelque temps, la population de Mopti faisait face à une pénurie d'eau potable. Cela suite à des difficultés qu'avait rencontrées l'énergie du Mali en manque d'approvisionnement en hydrocarbures. Heureusement que tout est rentré dans l'ordre et la population de Mopti dispose à nouveau de l'eau potable. Aïssata Touré. En effet, depuis un certain temps, la population de Mopti faisait face à une pénurie d'eau potable. L'énergie du Mali qui fournit la SOMAGEP en électricité afin que la population bénéficie de l'eau potable
étaient en manque de carburant suite à la crise mondiale, ce qui a occasionné ces désagréments auprès de la population de Mopti. Actuellement, l'énergie du Mali à Mopti a été approvisionnée en carburant et la population de Mopti a de nouveau de l'eau potable pour accomplir ses besoins de tous les jours. La population de Mopti demande aux autorités maliennes de prendre des mesures pour éviter dorénavant de telles situations. L'état-major général des armées, à travers un communiqué, annonce que le Gatia 2 de l'opération Keletigi a mené du vendredi 20 au jeudi 26 mai 2022 une opération de grande envergure dans les localités de Djalasakou, Sokura et Wankoro dans le cercle de Bankasso. Cette opération a permis de neutraliser 17 terroristes et de récupérer un PM, des carabines, 4 fusils de chasse, 4 talkie-walkie et 9 motos. Suivons les commentaires. Cet exploit du Gatia 2 de l'opération Keletigi s'inscrit dans le cadre de sa mission de neutraliser les combattants Kato et détruire leurs sanctuaires identifiés. Les localités citées étaient sous l'emprise des terroristes depuis un moment où ils ont fermé les écoles, saboté les réseaux GCM et entravé les activités économiques des paisibles populations. Le lieutenant-colonel Mohamed Odé Sidibé, commandant Gatia 2, s'est dit conscient des difficultés des populations. Il a demandé aux autorités coutumières de ne pas se soumettre aux intimidations des terroristes en abandonnant leur armée. Selon lui, la réussite des missions de Fama repose sur la bonne information des populations. Le commandant Gatiadé a fait savoir qu'en plus de combattre les GAT, il a pour mission aussi de recenser les difficultés de ces localités. À Sokura, le lieutenant-colonel Sidibé et ses hommes se sont rendus au poste de sécurité pour constater de visu les dégâts causés suite à l'attaque terroriste du 13 octobre 2020. Ils se sont recueillis sur les tombeaux des victimes de l'attaque. Les populations étaient très joyeuses de voir leur armée patrouiller dans leur zone. Ils sont sortis en masse pour encourager et féliciter les femmes.